Moi, j'ai vraiment essayé de regrouper, en fait, dans un seul et même ouvrage, toutes les archives pour avoir une vision globale et complète du travail de Sottsass. C'est une exposition qui retrace un moment qui couvre 10 ans à peu près de la vie de Ettore, où on ne connaît pas bien cette production, qui est ce lien très particulier, très italien pour moi, de l'artisanat industriel. Ce que j'aime tellement en Italie, c'est les gens, la famille qui est propriétaire d'un atelier, qui étaient les fabriqués, qui sont devenus petit à petit des ateliers de production de choses contemporaines. Mais toujours dans cette relation très familiale entre le designer et le producteur. Les entreprises, la seule qui reste aux mains d'une famille italienne, c'est Cartel. Sinon, tout ça, les Cassina et tout ça, ça a été racheté par des fonds d'investissement. Et l'âme de ce que j'appelais la fabrique et de l'atelier, c'est parti. Cette période-là est vraiment révolue. Mais on parle d'il y a 70 ans, c'était autre chose. Tout ça intervient après le retour de Sottsass des États-Unis. Et c'est là où il a vraiment été en contact avec l'American Way of Life, avec le pop art, avec la Beat Generation. À travers sa femme Fernanda Pivano, qui était une femme très importante parce qu'elle a été la traductrice de cette génération et elle a été aussi celle qui a guidé Sottsass en dehors d'Italie. D'abord l'Inde, puis la Californie, à une époque où l'Italie était traumatisée après la guerre et dans un état de pauvreté et donc de resserrement sur soi et de provincialisme. Cette double culture a été présente dans son travail toujours. La culture américaine et la culture indienne. Et on retrouve la spiritualité. Spiritualité indienne. C'est vraiment le moment où Sottsass met en place son vocabulaire de forme, qu'il maintiendra toute sa vie. Et surtout, l'utilisation de la couleur. Mais introduire de la couleur, comme des couleurs acides, des couleurs gaies, c'est provoquer le regard, l'attention que Ettore a toujours fait avec beaucoup de discernement. Mais il y a toujours de la couleur dans son travail. Sur la commode à rayures, il appose sur du palissandre du bois laqué, ce qui est quand même une provocation, gonflé. Et sur cette même laque, il demande à l'ébéniste de fixer des poignées en bronze. Et l'ébéniste que j'ai rencontré m'a raconté que c'était une folie, qu'il lui disait non, mets les poignées sur la partie en bois et pas sur la partie en laque, parce qu'à chaque fois que je perce la laque, elle explose et je suis obligé de recommencer. Donc, mais Ettore tenait absolument à ce que les poignées soient sur la partie laquée. Et c'est vrai que ça a beaucoup plus de gueule. Il a toujours mélangé le bois le plus précieux, l'apparence de l'or, le cuivre, l'anodisé et le print. Et il traitait ces matériaux sur le même pied. Ce que j'ai essayé de montrer en fait dans cette exposition, c'est comment on passe d'un mobilier extrêmement simple, extrêmement pratique dans les années 60 à un mobilier qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus dur visuellement. Je parle des Superbox. Oui, l'Ultra Fragola, parce que maintenant, c'est vrai qu'on trouve ça tout à fait commun, acceptable, parce qu'on l'a tellement vu partout que ça ne nous choque pas. Mais j'imagine qu'en 71, un miroir comme ça qui éclaire rose, avec la forme qu'il a, c'était quand même une provocation supplémentaire de la part d'Ettore. Ce que je voudrais dire à propos de Ettore et de sa relation avec Sergio Camilli, il inaugure quelque chose qui toute sa vie le maintiendra, c'est qu'il ne veut jamais être le salarié de quelqu'un. Pas d'exclusivité, pas de série limitée et un immense respect des hommes et des femmes
Il avait un immense respect pour eux.